tout d'abord, merci d'être aussi nombreux ce matin pour notre atelier. Je me présente très rapidement et ensuite nous passons la parole à nos intervenants qui nous permettront d'échanger effectivement sur cette question à fort enjeu aujourd'hui déjà, mais à l'avenir encore plus. Très rapidement, Marie-Gabrielle Méry, je suis directrice de Synergy Lab. C'est une plateforme d'innovation collaborative dans les champs de l'énergie et de la transition énergétique. Donc on travaille également sur le sujet de la ville de demain. Et c'est à ce titre, effectivement, qu'on est partenaire déjà depuis l'année dernière du salon Autonomie aux côtés de INVI, du conseil départemental, de la communauté urbaine, de ECAME-PMI, l'école d'ingénieurs située à Cergy-Pontoise. Et je ne les cite pas tous, puisqu'aujourd'hui, suite au succès de l'année dernière, nous sommes très nombreux dans le tour de table. Voilà, nous avons un stand, donc je vous invite à venir nous voir pour discuter un peu de nos activités et de la manière dont on pourrait travailler ensemble. Donc, très rapidement, juste pour recontextualiser en fait le sujet qui nous animera pendant 1 heure, le maintien à domicile, quelle solution pour chez moi, quelques chiffres. Donc effectivement, aujourd'hui, déjà, la population présente une part de personnes âgées qui est importante. C'est une tendance qui ira effectivement en s'accentuant, puisqu'on estime aujourd'hui que plus de 20 millions de Français seront des seniors en 2030 et plus de 23 millions en 2060. Quelques éléments sur des enquêtes qui ont été menées. 85% des Français ne redoutent rien de plus que d'être une charge pour leurs proches et 9% déclarent vouloir rejoindre un établissement spécialisé. Donc vieillir chez soi, c'est bien un souhait partagé par la majorité des Français et même 9 Français sur 10. Donc le maintien à domicile, c'est une solution, a priori c'est la solution préférée des Français pour garantir leur autonomie le plus longtemps possible et pour conserver effectivement sa liberté. Et finalement, ce rêve de rester à la maison, c'est un sujet qui est partagé par tout le monde et également par les personnes en situation de handicap. Ça pose effectivement un certain nombre de questions et je remercie Christian Lelièvre d'être parmi nous pour partager avec nous son retour d'expérience sur son retour à la maison et sur l'adaptation de son logement. Parce qu'effectivement, ça pose un certain nombre de questions, repenser son habitat, l'aménager, et effectivement, on fera une ouverture avec effectivement la question de ses projets, de son avenir, de revoir son projet de vie et de le poursuivre. Je vais passer la parole à vous tous. Donc, tout d'abord, je vais vous passer la parole à Didier Marcelier. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Donc, bonjour à tous, Didier Marcelier. Donc, je suis ici en tant qu'administrateur de la Fédération française de domotique. Donc, au sein de la Fédération française de domotique, oui, on va défiler, que je vais vous présenter. Voilà. Hop. Et c'est ça, on avance sur... Voilà. Voilà, donc la Fédération française de domotique, je m'avance, alors on peut reculer, voilà. Donc en fait, en gros, c'est 320 adhérents. Vous avez à peu près 200 installateurs, électriciens, domoticiens, et vous avez autrement des bureaux d'études, vous avez des acteurs comme Orange, vous avez des fabricants, voilà, il y a pas mal de choses. Donc l'idée, c'est de promouvoir effectivement la domotique. Alors, dans plusieurs domaines, parce qu'en fait, on a repéré dans le domaine de la domotique 12 métiers. Donc vous avez des gens qui sont spécialistes de l'électricité, de la ventilation, enfin bon bref. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'autonomie. Vous voyez, c'est qu'une petite partie de la domotique. Hein. Voilà, donc le 320 membres, c'est ce que je vous disais. Alors je vais passer très vite. Hein. Après, bon voilà, le marché des objets connectés, parce qu'aujourd'hui on parle de domotique, mais on emploie de moins en moins ce mot et on parle vraiment d'objets connectés ou de voilà, on est plus dans le domaine du connecté. Alors voilà un petit peu les chiffres de ce qu'on va voir arriver. Hein. C'est très très impressionnant. Voilà.
chose importante aussi, là, ce qu'on essaie de mettre en avant aussi, c'est le métier d'AMO Smart, c'est-à-dire assistance à maîtrise d'ouvrage de tout ce qui est connecté, de tout ce qui est intelligent en fait. Et là, cette petite diapo représente un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme sujet, donc la sécurité, les économies et tout. On a pas mal de choses, voilà, décentralisation, design, voilà, plein de notions derrière. Et en fait, on est là souvent pour, en fait, dans le domaine, en fait, si vous voulez, de la domotique et du bâtiment, pour faire un autre parallèle. On a souvent des rouages qui coincent, c'est-à-dire vous avez des gens un peu du bâtiment qui ralentissent un peu ce côté. Ça fait peur la domotique encore un peu. Alors je vais faire le parallèle autrement entre les demandes par exemple des ergothérapeutes et puis parce qu'en fait si on vient sur le domaine de l'autonomie, on va principalement travailler avec des ergothérapeutes et puis qui vont établir un petit peu des études, vous faire des cahiers des charges, et nous on va essayer d'y répondre en tant que domoticien techniquement, mais on est incapable d'y aller tout seul. Et je déconseille même à n'importe quel domoticien d'aller tout seul sur un projet handicap ou senior sans travailler avec un ergothérapeute. C'est casse-figure. C'est clair, il faut surtout pas aller sur ce sujet-là. Et toujours ce parallèle, en fait, quand vous avez, on fait ce lien entre le monde du paramédical et le monde du bâtiment qui ne parlent pas le même langage. Et c'est voilà, c'est un peu ce rôle que moi j'ai aussi en tant que j'ai une société de conseil à côté et c'est ce que je fais aussi. Et donc on anime justement un groupe de travail au sein de la fédération qui est dédié pour des gens des installateurs qui sont plutôt tournés vers l'autonomie et la dépendance. On essaie de faire. Voilà, alors aussi un autre message qu'on veut faire passer, c'est de pousser ce lot smart, ce lot intelligent. Alors que ce soit dans n'importe quel projet, que ce soit un projet en économie d'énergie, construction, voilà, même une maison, un immeuble, du smart building, voilà. Le problème du bâtiment, si vous voulez, en France, c'est qu'on est en silo, c'est-à-dire chaque corps de métier travaille l'un à côté de l'autre sans forcément se parler. Et nous enfin, on insiste sur le fait de mettre un lot smart, c'est-à-dire voilà, quelque chose de transversal qui va dialoguer avec tous les corps de métier de façon à faire un ensemble cohérent. En gros, pareil, en fait, on centralise une intelligence au lieu de répartir plein d'intelligences les unes à côté des autres qui ne parlent pas. Déjà, on fait des économies d'échelle, évidemment. Donc voilà. Donc on fait là, vraiment cette promotion du lot smart. Il faut rentrer dans le projet le plus tôt possible. Autre nouveauté au niveau de la fédération, je passe très vite, ça c'est important, c'est donc avec l'AFNOR, donc on vient de sortir, alors voilà, j'ai tout déroulé, ce label en fait, AFNOR certification, donc intégrateur Smart Homes. Alors ça c'est quelque chose d'important parce que vous avez le site de la Fédération Française de Domotique, donc voilà, vous avez un annuaire et vous allez pouvoir trouver des gens qui vont vraiment être certifiés. Donc ça, c'est un repère important. Si je vous parle aussi de la fédération et par exemple du handicap, là j'arrive d'Autonomique Nancy, on se veut aussi être un canal. Vous voyez par exemple en pleine campagne, n'importe où, vous allez avoir par exemple une famille qui va avoir un enfant handicapé, un accident ou autre, et puis on va s'adresser souvent à l'architecte, puis l'architecte dit oh, j'ai mon électricien, il sait faire de la domotique, tout va bien, pas de problème. Et en réalité, souvent l'histoire ne se passe pas tout à fait comme ça. L'électricien n'est pas assez habitué, voilà, et puis ça se passe pas bien. Puis après, il y a une histoire aussi de relations humaines, ça peut se passer au départ. Donc on se veut aussi, nous, d'être un canal aussi d'entrée pour pouvoir justement résoudre éventuellement ces problèmes et trouver un autre interlocuteur, accompagner les familles un peu mieux, voilà, et ne pas rester complètement coincé. Donc c'est ça aussi qu'on veut faire passer comme message, quoi. Voilà pour moi. Merci. Alors Davy, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, donc je suis Davy Ramos, muriotin, et j'ai ouvert ma première entreprise en 2010 qui se nomme Domoticom, société d'installation électrique et domotique chez les particuliers et les professionnels. Et puis depuis maintenant 1 an, on a commencé en novembre dernier, on a réfléchi sur une solution intelligente, dotée d'intelligence artificielle pour le pilotage de la maison connectée et qu'on a nommé MySmart Jarvis. Donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard, tout à l'heure. Merci voilà. Davy. Laurence ? Bonjour.
bonjour, Laurence Delautre. Au sein de Scène de vie, scène en scène, je profite des aménagements envisagés au départ de la retraite pour introduire des aménagements, des agencements, de l'ameublement et de la décoration qui apportent du confort, du bien-être et de la sécurité. Je garantis un habitat sain et ergonomique, du confort et de la sécurité pour tous, et ça avec une notion d'évolutivité dans le temps, en fonction des besoins et puis des envies. Merci Laurence. Et donc effectivement, nous allons passer à la présentation de Christian. Donc, Monsieur Lelièvre, oui, je vous la passe. Là, sur la flèche de droite. Voilà. Donc, effectivement, au moment où vous êtes rentré chez vous, et d'ailleurs c'était la condition sine qua non pour rentrer chez vous, il a fallu que vous entamiez des démarches pour adapter votre logement. Donc, est-ce qu'effectivement vous pourriez nous faire partager ce retour d'expérience, la manière dont vous avez procédé? Voilà, je vous remercie. Bon, donc je m'appelle Christian Lelièvre, j'ai été accidenté de la vie il y a 3 ans maintenant. Et je suis atteint donc d'une paraplégie, je suis en fauteuil roulant. Ça se voit. Et donc le retour à mon domicile était une évidence, et pour ce faire il a fallu naturellement réfléchir à comment on allait adapter le logement pour que je puisse retrouver une vie, on va dire, une vie saine et en sécurité et confortable. Donc, ma maison, donc, je vous la présente ici, vous l'avez en photo, donc elle est sur 3 niveaux. C'est pas rien pour une personne en fauteuil roulant. Et donc le rez-de-chaussée, le garage qui est en raie de rue en fait, le rez-de-chaussée qui lui est surélevé par rapport à la rue, et le premier étage. Sur le côté de la maison, il y avait une allée carrossée donc, qui permettait de rejoindre le rez-de-chaussée. Sauf qu'en fauteuil roulant, c'était pas très pratique puisqu'il y a une pente de 15% et c'est pas accessible en autonomie, quoi. C'est trop dangereux. Donc on a quand même conservé cette allée naturellement pour une issue, on va dire, en cas de nécessité, avec l'aide d'une tierce personne. Voilà pour l'extérieur. Là, c'est la vue arrière de la maison, donc on voit que l'allée, elle rejoint l'arrière de la maison et elle permet d'accéder au rez-de-chaussée par l'arrière de la maison. Voilà. Donc, on a réfléchi à l'adaptation d'une chambre et d'un toilette à l'intérieur. Voilà. Donc la phase de conception, la redistribution des espaces, le réaménagement, l'agencement d'un espace qui était initialement trop petit. La maison a été construite donc avec des portes et un passage de 77 cm, ce qui n'était pas rien parce que quelque part on avait vu tout de suite que là il n'y avait rien à modifier, ça c'était quand même important. Ensuite, on a réfléchi donc avec les ergothérapeutes du centre de rééducation de Bècheville donc sur les aménagements à faire. Et très vite, l'idée nous est venue de transposer en fait la chambre d'hôpital chez moi, sans que ça ressemble à une chambre d'hôpital, on est bien d'accord, hein, puisque ça on y échappe le plus possible. Donc voilà, donc on a redessiner une salle de bain à peu près avec les mêmes dispositions que Bècheville puisque ça correspondait à ma situation. Voilà, donc il y a une salle d'eau qui fait 3 mètres carrés 70, c'est très petit par contre, hein, ça ne correspond pas aux normes, pour la circonstance, mais bon, ça convient très bien. Et la chambre aussi, c'est pareil, hein, 8 mètres carrés, c'est pas suffisant, mais bon, on ne pouvait pas pousser les murs, sauf que ça correspond très bien, et le demi-tour avec le fauteuil ne pose absolument aucun problème. Il y a les 1,40 m dans la chambre, et il y a 1,20 m dans la salle de bain. Voilà.
Donc on a réfléchi avec l'équipe de Solia ensuite pour voir comment on allait gérer l'accessibilité verticale de la maison, puisque naturellement c'était un problème. Et donc très vite est venue l'idée d'installer une machinerie d'ascenseur, puisque les escaliers, les montes-escaliers n'étaient pas installables, les escaliers intérieurs trop étroits, et l'escalier extérieur n'avait pas assez de dégagement pour mettre un monte-escalier. Qui plus est, mettre des monte-escaliers pour une personne paraplégique, c'est quelque chose de pas simple à utiliser, en ce sens qu'il faut faire des transferts tout le temps d'un siège à l'autre, et ça c'est quelque chose qu'il faut... qui apporte de la dangerosité en fait aux situations, surtout si vous vous retrouvez un moment seul dans la journée chez vous. Donc cette machinerie d'ascenseur, elle a été faite, donc c'est une construction carrément qu'on a fait sur le pignon de la maison, donc il part du sous-sol, par lequel je rentre. En fait, je rentre par la porte du garage, depuis la rue. Je prends l'ascenseur dans mon garage et je peux aller comme ça au premier étage, au rez-de-chaussée de ma maison. Voilà, donc concernant le financement des réalisations, donc en ce qui concerne les aides, donc les choses se sont faites en 2 temps en fin de compte. Donc il y a eu une salle de bain qui a été construite avec une chambre pour me permettre de rentrer très rapidement chez moi, sinon je ne pouvais pas sortir du centre de rééducation. Donc on a construit ça dans l'urgence en fait, en 2 semaines, une entreprise m'a sorti une salle de bain et une chambre, ce qui était quand même plutôt sympa de leur part. Et ensuite on a demandé des financements, mais pour le reste des travaux. Donc à savoir la machinerie d'ascenseur qui était quand même le poste le plus important dans la réalisation. À savoir donc avec Solia, donc on a étudié tout cela. Et donc j'ai eu une aide dans un premier temps de 10 000 € par la commission des droits de l'autonomie du département. C'est le département je pense, hein, ainsi que 1 423 € du fonds départemental de compensation du handicap. Bon, tout ça, on peut dire c'est peu, c'est beaucoup, c'est pas assez, je n'en sais rien. En tout cas, ça s'est très très bien passé. Et à cela, on a ajouté un crédit d'impôt de 25%. Voilà. Le reste a été financé par une opération bancaire. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vivre le handicap en transparence. En fait, ça, je pense qu'il faut vraiment se l'imaginer, c'est de se dire que je suis chez moi, je ne me sens pas du tout handicapé. En fait, je peux tout faire chez moi. Et voilà, donc tout ça, c'est un gain pour l'accessibilité, la sécurité et le confort pour tous. Alors pour tous, c'est au même titre que une maman avec sa poussette qui va dans la rue, finalement, elle a besoin de confort. Et bien, si on adaptait tous les logements pour des gens en situation de handicap comme moi et d'autres, ça serait du confort pour tout le monde. Ça, je pense qu'il ne faut pas se l'échapper, il ne faut pas se l'épargner, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc tout ça en adéquation avec les besoins d'une population croissante et suite à une espérance de vie naturellement grandissante. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian. Donc effectivement là, nous n'avons pas parlé des sujets de domotique, mais étant très curieux et très... très curieux vis-à-vis de toutes ces technologies. Finalement, votre maison était déjà équipée, ce qui va nous permettre de faire la transition avec Didier Marcelier. Donc effectivement, Didier, vous intervenez aujourd'hui sur un programme majeur autour de ces questions de l'adaptation de l'habitat au vieillissement. Est-ce que vous pourriez nous présenter le projet? Alors, projet qui démarre, donc est-ce qu'éventuellement vous pourriez partager avec nous les tout premiers retours? Merci. Ouais, je vais me prendre là. Merci. Donc, effectivement, là, je vais vous parler d'ActiveEdge. Donc là, on va parler d'autonomie des seniors, donc du maintien à domicile. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, à Grenoble, il y a un appel à projet européen, donc sur lequel travaillent pas mal d'acteurs. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, quelle innovation numérique pour bien vieillir. Donc, voilà. Donc, projet européen, je pense qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas forcément. Ça doit être la traduction
du PowerPoint. Mais... Donc on est sur 9 pays européens, on a donc 50 partenaires, voilà. Et en fait le budget c'est 23 millions d'euros. Et pour la France, ah voilà, ben oui, non plus. La traduction, on n'est pas. Il y a des quelques. Mais je le connais bien le projet, donc voilà. Donc il y a 3 millions d'euros pour la France en fait, hein, si vous voulez. On va avancer. L'idée d'ActiveEdge, c'est de co-construire justement une solution pour bien vieillir à domicile. Donc là, on parle vraiment d'objets connectés. Alors, c'est aussi le croisement de deux domaines, effectivement. Hein, c'est tout ce qui est les programmes AL, donc tout ce qui est vieillir en bonne santé d'un côté, et le mélange aussi avec tout le monde des objets connectés. Donc c'est vraiment la concordance de ces deux choses, hein, de façon à essayer de réfléchir à un modèle économique, à des solutions et essayer d'avancer. On est sur un programme expérimental, hein, donc je vais vous en parler, voilà. Et d'avoir un écosystème pour voilà, centré sur la personne. Donc, voilà l'idée d'ActiveEdge. Alors, en fait, c'est de l'expérimentation. Donc, en fait, les gens acceptent qu'on déploie des objets connectés chez eux. L'idée, vous verrez avec les différents acteurs, c'est qu'on va remonter des données et on va essayer de les utiliser de façon, enfin, de voir lesquelles seront les plus efficientes. Bon, ça, c'est pour information. C'est les autres endroits en Europe où les projets parallèles à Grenoble se déroulent. Hein. Donc, l'idée, c'est aussi après de croiser toutes les expériences et puis d'arriver. Alors évidemment, dans tous les pays, la culture est différente. On n'est pas sur les mêmes choses, hein, mais c'est quand même de croiser toutes ces expériences. Donc voilà, tous les sites qui sont déployés. Donc au niveau de la France, donc on a le CEA à Grenoble, donc c'est porté aussi par Minalogic, donc Nanoelec, donc, et puis évidemment autour de l'Isère avec Isère Adom. Donc voilà. Alors les différents acteurs qu'on va trouver, donc les 10 partenaires de cette filière Silver Eco, donc on a le CEA, donc qui sont on va dire des chercheurs. On est dans l'électronique. Alors c'est pas le CEA Saclay, mais on est plus versé vers l'électronique ici là-bas. ST Microélectronique qui va lui construire des capteurs qu'on pourrait avoir besoin et qui n'existeraient pas sur le marché. On a Technosens qui est une solution en fait d'interaction, de pilotage sur la télévision en fait. Hein. On va retrouver, vous allez voir après, on va retrouver. On a le TASDA, enfin le département de l'Isère évidemment. Le TASDA qui est un centre technique très intéressant qui travaille depuis longtemps sur le senior. Alors, allez voir un petit peu, oui, il y a le site et tout, c'est intéressant. C'est Véronique Charrier qui travaille sur ce sujet-là. Ils ont même fait il y a quelques années des valises avec plein de produits dédiés aux seniors au maintien à domicile que vous pouviez essayer. Voilà. On a Minalogic, voilà, Isère et tout. Et puis on a Intermutuel Assistance, on a Madopa qui sont des sociologues. Alors c'est intéressant parce que vous avez aussi bien alors moi je vais le résumer comme ça, des doux rêveurs qui sont les sociologues et des rats de laboratoire comme le CEA, et puis voilà, on essaye de, voilà, c'est assez animé hein, les réunions. Nous, la Fédération Française de Domotique, on a comme mission de voir la faisabilité du déploiement des 75 installations qu'on va faire à domicile. Hein, et puis on va former des installateurs, on va les accompagner et on va faire tout ça. Et puis vous avez aussi Corian, parce qu'en fait on a aussi une partie dans le SSR, hein, donc soin de suite avec projet de retour à domicile, de façon à faire des vrais retours à domicile, bien réussis avec de la domotique, de l'instrumentation et de voir chez soi après. Donc voilà un petit peu le schéma. Alors voilà, on parlait d'écosystème, donc c'est vraiment cette notion, c'est à chaque fois c'est d'essayer de retrouver en local un écosystème. Enfin moi j'observe un petit peu sur toute la France tout ce qui se passe un petit peu sur ces sujets-là. On ne pourra pas dupliquer une solution pour tout le monde, ça fait pas, enfin moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois il faut réinventer un écosystème. Alors peut-être il faut s'inspirer de ceux qui marchent pas mal, hein, sûrement. Mais voilà. Bon, celui qui est créé ici en tout cas, et ce qui est un peu innovant, c'est que, donc vous voyez, on a à domicile, on a un cahier de liaison numérique, qui va déjà remonter les informations. Et la particularité ici, c'est justement ce référent Sentinelle qui va capter un petit peu toutes les données, toutes les remontées des informations d'activité. Alors l'objectif évidemment, hein, on n'en a pas trop parlé au départ, mais sur le senior, les items, alors on a bien vu la loi ASV,
voilà, qui a mis en avant pour la première fois le mot domotique, on va dire, dans une loi. Hein. C'était quand même important pour nous qui sommes à la fédération. Et en fait, les items, bien sûr, hein, c'est la chute, hein, la désorientation, la nutrition et le lien social. On va dire que c'est les principaux 4 items qu'on essaie de travailler, quoi. Donc en fait, il y a plein d'informations qui reviennent à ce référent sentinelle, et ça veut dire que souvent, on va essayer de capter, de regarder l'activité de la personne. Vous savez, la notion d'actimétrie. Une personne fait la même chose tous les jours, c'est à peu près, ça se calque exactement, et si ça dérive un petit peu, avant qu'on ne voit une transformation physique ou qu'elle soit malade vraiment, on peut observer ce changement de comportement. Et puis l'autre chose, évidemment, l'autre objectif, tout ça, c'est la chute sans porter quoi que ce soit sur soi. Parce que le médaillon, on connaît tous, voilà. Donc c'est ça, hein, l'idée. Donc plein d'infos vont arriver vers le référent sentinelle. Et puis par exemple, si on ouvre le frigo, si on ne se douche plus, l'idée c'est pas que voilà, c'est l'homme d'entretien qui vient dire vous n'êtes pas douché, voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le référent sentinelle soit suffisamment voilà, de savoir à qui on va adresser ça et comment on va gérer le truc, quoi. Donc ça peut aller aussi vers le médecin et tout ça. Vous voyez une petite vidéo, hein, vous verrez, c'est assez bien expliqué aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, évidemment, on voit aussi les choses qu'on va traiter. Donc mesure de l'activité quotidienne, donc l'actimétrie, la sécurité et confort, alerte, urgence, voilà, promotion de l'activité physique et prévention de l'isolement social. Je fais l'aparté ici aussi tout de suite. On voit, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on voit aujourd'hui les téléassisteurs, principalement, qui vont... Vous savez, les téléassisteurs, c'est le médaillon, principalement. Aujourd'hui, les offres des téléassisteurs s'étoffent avec, justement, ces notions de capteurs d'actimétrie. Donc, alors, je sais pas, je vais citer des noms, tant pis. Hein. Si, par exemple, vous prenez Filien ADMR, aujourd'hui, ils ont une offre avec télégraphique. Alors, je vais faire un parallèle, autrement, comme Senior Anom, ils ont des capteurs voilà, pour remonter l'actimétrie ou l'absence d'activité, ce qui fait qu'on va remonter des choses. Et par exemple, il y a un autre produit aussi qui s'appelle la lampe Aladdin de Domalis. Donc là, c'est une lampe qui fait chemin lumineux, mais qui au fait a 2 capteurs et qui peut éventuellement détecter la chute entre le lit et la salle de bain. Enfin, c'est ça l'idée, quoi. Donc aujourd'hui, à peu près tous les téléassisteurs ont une offre à peu près dans cet esprit. Alors je ne sais pas si elles sont réellement déployées aujourd'hui, mais ils l'ont. Donc après, on est sur la mensualisation, c'est-à-dire au lieu d'avoir à peu près une vingtaine d'euros le médaillon, là vous passez peut-être à 50 euros par mois avec ces systèmes-là. Enfin, c'est l'offre qui est donnée, hein. Après moi sur le terrain, à voir. Et puis, alors on est crédit d'impôt, puisqu'on est service à la personne. Donc vous voyez, 50% de crédit d'impôt. Alors nous, on le regarde, nous, en parallèle évidemment avec les domoticiens. Donc ça veut dire que ils commencent à aborder la domotique, mais ce sont les téléassisteurs, ce ne sont pas nous, c'est pas nous les domoticiens, quoi, en fait. Alors, il faut savoir que n'est pas traité l'énergie, donc notamment la notion de précarité énergétique, les notions de confort, c'est-à-dire les volets roulants, des choses comme ça, la sécurité, donc portier ou autre, enfin vous voyez, tout contrôle d'accès. Donc c'est un petit peu ce qui ressort de ce volet ici avec ActiveEdge, c'est qu'on va traiter l'énergie. Vous voyez, le confort, tout ça, on va aller un peu plus loin. Donc et dans tous les projets qu'on peut voir un petit peu, c'est malgré tout assez rare. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Je suis un peu bavard, hein, je suis désolé. Mais... Alors, les 3 panels qu'on va installer, donc en fait, on a 3 choses particulières. On va faire 75 installations, c'est déjà commencé. Les premiers, ce sont de mettre des capteurs chez des gens qui sont volontaires, tout à fait actifs, volontaires pour pouvoir faire de la prévention. Donc ce sera 50 installations. Le deuxième, ça va être... alors je vais commencer... le deuxième, enfin ce sont 20 personnes à domicile repérées à risque de chute par des SIAD ou des SAD. Et donc là, on va instrumenter un peu plus. Et autrement, c'est chez Corian, notamment ici, là, c'est d'équiper des chambres pour prévoir le vrai retour à domicile. Alors, soit vous êtes chez vous, vous vieillissez normalement, et effectivement, vous devenez plus fragile un peu plus tard, ou soit vous avez un accident, vous passez par le SSR, et vous revenez aussi à domicile après. Donc voilà.
Après, voilà les petites communes du fond de l'Isère où tout ça est installé. Donc il y a aussi des choses qui sont importantes pour nous, notamment là du coup en tant que fédération, c'est qu'on arrive dans des maisons où les gens sont là depuis 40, 50 ans. Est-ce que l'électricité est aux normes ? Ça c'est une première chose. Alors quand vous faites des travaux comme ça, alors il faut savoir que justement on parlait de Solia tout à l'heure, mais c'est important. Alors nous en plus on a une notion, est-ce qu'ils ont Internet ? Parce qu'il faut, voilà. Donc, notamment, là, je rebondis un peu sur le truc. Il faut savoir que, alors ça dépend des départements, hein, mais quand vous venez comme ça dans une maison qui n'est pas, on n'a rien fait depuis 40 ans, donc il y a ce bouquet éventuellement qui peut être pris en charge de mise en sécurité électrique. Hein. Vous avez un deuxième bouquet qui peut être aussi en partie pris en charge, c'est la notion de économie d'énergie, voire isolation. Hein, et puis le troisième bouquet qui peut être pris en charge, c'est justement l'amélioration de l'habitat pour le maintien à domicile, enfin voilà, pour l'autonomie. Donc, notamment, c'est des financements qui peuvent être des financements ANA, et suivant les départements, ça va de 60, 75%, ça peut être pris en charge. Vous voyez, différents. Voilà, ça dépend des départements. Moi, je sais que dans le 35, ça peut être pris à 75%. Et là, j'étais du côté de Nancy hier, et on m'a dit que c'était que 60%. Donc j'imagine que ça dépend des départements. Donc voilà, donc ça c'est un aparté, mais voilà. Voilà la techno qu'on va avoir, c'est-à-dire c'est une interface sur la télévision avec une télécommande très très simple. Et on fait aussi, alors bien sûr on peut piloter les volets roulants, éventuellement éclairage. On fait du lien social parce qu'on a une notion de webcam éventuellement. On a la télévision, on a des infos, vous allez voir tout à l'heure. Les enfants peuvent pousser des photos sur cette interface. C'est-à-dire que vos enfants sont en Australie ou n'importe, et puis les photos arrivent directement sur cette interface dans votre champ, voilà, sur la télévision, ouais, voilà. Et puis voilà, on a pas mal d'infos, mais ce qui sera plus parlant, c'est le petit film. Donc le calendrier donc, de janvier 2017 à fin juin 2020. Et là, on doit en sortir normalement un modèle économique qui sera, j'espère, viable. Voilà. Alors, on va le lancer. ActiveEdge est un projet qui complète et qui prolonge le projet Iseradome du département de l'Isère, qui est un bouquet de services pour les personnes à domicile en perte d'autonomie. ActiveEdge propose des capteurs à domicile pour la sécurité et le confort de personnes retraitées, actives. C'est une première catégorie d'utilisateurs. J'ai choisi le contrôle de fuite de gaz parce que souvent on oublie d'éteindre complètement le gaz lorsqu'on fait mijoter un plat. Et puis là, pour l'ouverture de porte, l'appartement est un peu vieux ici, les portes sont anciennes et la porte qui est à fermeture automatique a tendance à rebondir lorsqu'on la ferme, et donc je veux m'assurer qu'elle est bien verrouillée la nuit. Deuxième catégorie, cette personne vieillit, devient dépendante et sollicite classiquement des services à la personne. Les capteurs vont envoyer leurs données vers ce qu'on appelle un cahier de liaison numérique partagé, ce qui permet aux responsables des services à la personne, dans le cadre d'un suivi qu'on appelle suivi sentinelle, de solliciter un médecin juste quand il faut, si besoin, au bon moment. La mission d'un centre de rééducation comme le centre de rééducation Corillon-des-Granges, c'est de permettre un retour possible à domicile de personnes âgées hospitalisées suite à un accident de la vie. La grande majorité de nos patients rentrent à domicile avec des plans d'aide humaine, le passage de l'infirmière, le portage de repas, les aides ménagères. Mais la question de la sécurité et de l'autonomie reste entière lorsque le patient est seul à domicile. Là, on a un capteur de mouvement. Ça, c'est un capteur de porte. ActiveEdge permettra aux soignants et aux rééducateurs de suivre le patient dans son quotidien, tant au niveau du confort que de la sécurité. Pour le patient, ce qui compte, c'est chercher évidemment le confort, mais plutôt d'essayer de diminuer l'inconfort du patient qui est difficile à supporter la plupart du temps.
Nous avons un pommeau avec un capteur qui mesure le temps d'écoulement d'eau. Si le patient chute et laisse l'eau couler, une alerte nous sera envoyée directement sur la tablette. Pour la clinique Corian-les-Granges, l'expérimentation ActiveEdge est très intéressante pour étudier l'intérêt de l'aide technologique en complément de l'aide humaine. Jean, voici la tablette ActiveEdge qui te permettra de consulter différents messages, qui te permettra également d'avoir quelques informations locales et de consulter l'état des capteurs que l'on a installés. Oui, effectivement, ça me paraît très simple. C'est bien. Les projets Zeradom et ActiveEdge ont pour ambition de construire le bien vivre à domicile de demain afin que toutes les personnes le désirant puissent rester chez elles le plus longtemps possible, quel que soit leur âge et leur degré de dépendance. C'est un enjeu européen et à la fois réellement territorial. Voilà, donc c'était assez parlant, hein, je pense. Ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, on finit les présentations et puis effectivement, vous pourrez adresser vos questions. Donc là, simplement, cet été, on échangeait ensemble et vous nous disiez que vous aviez commencé à installer dans des appartements et que, effectivement, les personnes chez qui, les volontaires, chez qui vous allez, en fait, ont le choix des capteurs ou des outils qu'ils vont mettre en place et vous étiez déjà étonné finalement par rapport au premier retour d'expérience sur l'adhésion ou l'acceptation de certains capteurs et peut-être moins d'autres. C'est ça, en fait les gens sont volontaires pour pouvoir avoir des capteurs chez eux et participer à l'expérimentation de remontée de données. Donc tout ce qui est, je dirais, sécurité, gaz, incendie, capteur de porte, tout ça, pas de problème. Et en fait, il y a un frein, pourtant ils sont tout à fait actifs et voilà, et c'est le chemin lumineux. Ils n'en veulent pas, c'est bizarre, hein. Mais le fait qu'on puisse, et puis voilà, c'est des gens tout à fait actifs, hein. Il y a même un couple, on est allé, donc le monsieur est toujours à la retraite, mais la dame est ergothérapeute, vous voyez, donc elle est quand même bien sensibilisée au truc, et non, ils ont refusé le chemin lumineux parce qu'il y avait une notion de stigmatisation sans doute, hein. Alors ça c'est vraiment un élément clé, c'est la stigmatisation. Si vous avez quelque chose qui peut à un moment vous faire rappeler que vous êtes vieux, ça ne marche pas. Ça c'est clair, c'est rejeté. Et bizarrement on était étonnés, mais on le prend, on le voit des fois chez Monsieur Tout le Monde, hein. Vous voyez, des ampoules même qui, quand vous arrivez dans un couloir, vous détectent, et puis c'est le même principe, hein. Eh bien non, ils l'ont refusé. C'est bizarre, hein. Mais on va apprendre beaucoup de choses, je pense. On va apprendre beaucoup de choses. Donc les doux rêveurs devraient nous apprendre beaucoup de choses sur ces... Ah non, c'est encore un autre sujet, là. D'accord. Alors je vous propose de passer la parole à Davy. Davy, oui, au départ, vous avez une société d'installation de domotique. C'est ça, tout à fait. Et donc vous êtes intervenu dans différents établissements spécialisés et aujourd'hui vous développez une nouvelle solution. Donc on l'a dit, vous avez participé au hackathon l'année dernière et donc là vous travaillez sur une solution sur le bien vivre chez soi avec des évolutions spécifiques effectivement pour les personnes en situation de perte d'autonomie. Donc ce qui nous intéresserait, c'est que vous puissiez nous présenter la solution et puis également la démarche qui vous a amené à penser cette solution. D'accord. Donc effectivement, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une solution de pilotage pour la maison connectée, une solution plutôt innovante et intelligente. Ce que je vous propose, j'ai un petit film à vous présenter juste avant et puis ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. Bonjour monsieur, je suis Jarvis, votre majordome. Jarvis s'occupe de tout. Il ajuste la luminosité des pièces ainsi que leur température. Il veille également sur vous et votre famille. Grâce à moi, vos appareils connectés vont fonctionner ensemble de manière plus efficace et plus intelligente. Une technologie de pointe pour vous faciliter la vie. Avec My Smart Jarvis, votre maison anticipe et réagit selon vos actions. Bonjour Alice, il est 8h30. Il fait beau aujourd'hui. La température maximale sera de 22 degrés. Jarvis élabore des scénarios avancés. Il vous réveille en douceur, il augmente la lumière et ouvre les volets progressivement.
Votre premier rendez-vous est dans 60 minutes. Jarvis apprend de vos habitudes et ainsi opère des actions sans même que vous preniez la peine de le lui demander. C'est l'heure de votre série préférée ? Initialisation du mode dessin animé entre filles. Il ne reste plus qu'à vous asseoir et profiter. Il semblerait que votre rendez-vous soit arrivé, madame. À tout moment, vous reprenez le contrôle grâce à une interface intuitive et ceci depuis n'importe quel endroit au monde. Bonne soirée, madame. Vivez chez vous sereinement. Jarvis est là. Donc voilà Jarvis. Jarvis a été développé et pensé comme un majordome. Donc un majordome qui va prendre soin et veiller sur votre famille et sur votre foyer. Donc ça rejoint un peu ce que Didier disait tout à l'heure avec des capteurs. On va pouvoir mesurer tout un tas de choses dans la maison, que ce soit l'humidité, la température, la présence des personnes. On peut effectivement faire de la détection de chute, mais aussi aller un peu plus loin. Le système, en fait, ce qu'il propose, ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, mais on appelle ça l'interopérabilité. Donc c'est mélanger différents objets de la maison qui sont incapables de communiquer entre eux et de pouvoir les faire finalement discuter, dialoguer. On rentre vraiment dans la maison communicante. Et j'ai échangé tout à l'heure sur le stand avec une dame qui me disait mais c'est vrai que pour les personnes Alzheimer, ça pourrait être un système intelligent et on pourrait imaginer demain une fourchette ou un couteau connecté et si la personne Alzheimer n'a pas dîné à 20h ou à 20h30, Jarvis pourrait l'alerter vocalement en lui disant vous n'avez pas encore mangé aujourd'hui, n'oubliez pas de prendre votre repas. Donc on peut derrière imaginer tout un tas de scénarios et d'applications. Jarvis, son principal atout, c'est qu'il apprend seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de programmer justement des scénarios, il n'y a pas besoin d'être programmeur ou installateur, il va apprendre seul des comportements des personnes. Donc à force de voir les habitudes, tout simplement, si vous allez rentrer chez vous tous les jours à 18h et c'était le chauffage à 22 degrés, au bout de 3-4 jours, il aura compris et quand vous allez rentrer chez vous, le chauffage sera déjà à 22 degrés à 18h. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Invi, mais aussi Synergy Lab sur le décloisonnement des différentes filières. J'ai effectivement participé l'année dernière à l'hackathon. On a pu être lauréat grâce à un système de contrôle vocal où une personne en situation de handicap pouvait commander tout un tas de services et uniquement par la voix. Et aujourd'hui, on vient de pousser ce service-là un peu plus loin, puisqu'on l'a incrémenté dans notre solution Jarvis. Ce qui veut dire que demain, vous allez pouvoir demander à Jarvis directement de faire passer une auxiliaire de vie chez votre maman, de faire passer une femme de ménage ou de faire garder les enfants. On a également développé, et ça je voudrais vous le présenter aujourd'hui, un réseau social. Un réseau social qui est interne au foyer, qui est intégré dans le Jarvis, qui n'est pas sur un cloud, qui reste chez vous, donc avec des données protégées et confidentielles. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce réseau social? Parce qu'il y avait vraiment un besoin des personnes de pouvoir échanger, encore une fois en toute confidentialité, au sein de la famille, au sein du foyer, que ce soit des listes de courses partagées, des messages, mais aussi l'album photo qu'on avait physiquement avant à la maison et qu'on consultait à Noël avec toute la famille. On va pouvoir le retrouver ici au sein de ce réseau. Mais pour aller encore plus loin, on imagine demain l'auxiliaire de vie qui, après le passage chez votre maman, va pouvoir laisser un message sur le réseau et alerter donc toute la famille de son passage et dire tout va bien pour maman, il faudra juste surveiller, il y a une petite perte de poids. Voilà, et puis on voit effectivement, ça c'est la partie agenda partagée avec toute la famille. On va pouvoir noter le repas de famille du dimanche par exemple. Et puis toutes les données sur le transport et les messages envoyés. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous voyez demain comme perspective pour pousser encore plus loin
la domotique, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain sur ce sujet pour le maintien à domicile. On aimerait pouvoir travailler justement avec tout ce qui va être aide technique, par exemple les lève-personnes, mais aussi peut-être les fauteuils roulants, et voir comment tout ça on pourrait l'intégrer dans la maison. Notre philosophie, c'est de dire qu'entre la maison, la santé et l'humain, il y a un lien direct en fait. Aujourd'hui, une maison qui est surchauffée, qui est mal aérée, c'est de l'humidité, de la moisissure, c'est de l'asthme, c'est derrière des maladies qui peuvent être créées. On voudrait mettre tout ça en lien et grâce à des algorithmes justement pouvoir, je dirais, prédire, en tout cas anticiper et aérer par exemple au bon moment la maison pour éviter ces moisissures. Donc demain on pourrait appliquer cela aussi sur des aides techniques. D'accord, merci. Donc on échangera ensuite avec Davy également. Je passe la parole à Laurence. Donc effectivement, là on a parlé de la manière dont Christian a pu revenir chez lui et vivre chez lui aujourd'hui dans le confort, en confort. Et on a parlé aussi donc beaucoup des apports de la domotique et des solutions de la domotique. Il y a effectivement donc les aménagements à mettre en place. Est-ce que vous intervenez, vous accompagnez des foyers? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Alors en fait, je fais de la préadaptation, donc avant l'installation qui est propre à l'évolution des fragilités ou de la dépendance ou de la perte d'autonomie, je prépare le logement à ces phases ultérieures. Pour ça, en fait, je rencontre des personnes qui certes ont des projets de travaux, mais c'est plutôt pour faire une nouvelle déco. S'approprier chacun ses espaces quand on part à la retraite. Madame a un endroit, monsieur a un endroit, parce qu'ils ont vécu 30 ans, 50 ans ensemble, mais il faut qu'ils se réapproprient l'espace à deux, parce qu'auparavant ils étaient séparés de longues heures. C'est aussi pour ajouter du confort ou faire des économies d'énergie. Mais en principe, les jeunes seniors n'anticipent pas le vieillissement. Ils veulent être dans le déni. Ils sont dans le déni en fait, ils ne veulent pas regarder ce qui leur fait peur, ce qu'ils voient chez leurs parents. Ils se disent moi je ne m'organiserai pas comme ça, mais pour autant ils ne passent pas le pas. Ils reportent parce qu'ils sont occupés avec leurs parents, mais aussi parce que ils veulent en profiter avant. Donc ils reportent, et puis il arrive les premiers signes de fragilité, voire déjà la perte d'autonomie, et puis là c'est trop tard. Donc il y a ça, ou alors oui on va changer les choses, mais il ne faut pas toucher à certaines choses. Ça c'est lié souvent à des pertes de proches, ça peut être le conjoint déjà, ou alors des parents. Alors on a hérité de l'armoire normande, c'est un cliché, mais où on a perdu éventuellement un enfant et on ne veut pas toucher à sa chambre. Il y a aussi une troisième configuration, c'est oui, on veut changer la salle de bain, mais par contre, on ne va pas jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on fait bien une salle d'eau, mais on n'élargit pas la porte. Et en fait, comme on n'a pas un bloc-porte de 83, ce que Christian avait prévu il y a fort longtemps et bien avant son accident, eh bien, il n'y a pas la largeur de passage de 77. Et ça, c'est difficile. Souvent, moi je le rencontre souvent, on veut bien toucher à l'intérieur des espaces, mais pas aux largeurs de circulation. Je vais y arriver un jour. Donc, souvent, en fait, sur ces projets de décoration, on va dire, au sens large du terme, eh bien, ou d'apport de confort, que ce soit thermique ou autre, il faut souvent donner du temps pour que ce que vous dites par dose homéopathique, les gens se l'approprient. Et puis parfois, c'est accélérer cette réflexion parce que il y a des événements dans la famille. Le beau-frère est tombé, la belle-sœur a eu un AVC.
Et donc en fait, on revient à une démarche d'habitat universel, dans ma démarche du moins, c'est-à-dire qu'on place les hommes au cœur du projet, les hommes ou les femmes bien sûr. On recherche des solutions adéquates pour tous. Alors je vais dire un gros mot, hein. Je vais commencer par les personnes handicapées. Ensuite, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi quiconque est dans une situation de handicap, c'est-à-dire la personne enceinte, qui a une largeur de plus importante, et il y a la personne sur gros talons, et il y a la mère qui porte, ou le père qui porte des jeunes enfants, il y a descendre des valises pour partir en voyage, et en fait on touche l'ensemble de la population. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui en sont en situation de handicap. Je redeviens polie là. Donc pour ces personnes, eh ben, on conçoit l'agencement des espaces, c'est-à-dire on redistribue parfois quand on n'a pas les largeurs de passage, on réaménage chaque pièce, souhaitée, hein, on ameuble et on décore ces espaces. Et ça, le but, c'est le confort pour tous, la connexion, pour que plus tard mes camarades puissent intervenir, et toujours prévoir que ça doit être évolutif, adaptable et durable. Et à la limite, même quand ces personnes-là n'habiteront plus sur place, que ce sera la génération d'après, voire de 2 générations après, ou que ce soit cédé, eh bien, il y aura une plus-value à ce que cet aménagement-là soit agréable. Alors, les 6 objectifs, c'est la facilité d'accès au quotidien, au lieu de vie, donc c'est une notion de logement accessible, la notion, mais pas au sens de la loi aujourd'hui, hein. La notion de prévention de risques domestiques, la notion de logement sécurisé, l'amélioration et la simplification de la vie quotidienne. Donc en fait, ça devient un logement purement agréable à vivre. La notion d'habitat protecteur de l'environnement, là c'est la notion de logement responsable au sens développement durable. Permettre des évolutions futures en fonction des nouveaux modes de vie, mais aussi en fonction des nouveaux équipements, parce que la télé d'hier et celle d'aujourd'hui et celle de demain, c'est pas la même par exemple. Et puis c'est protéger le logement, ça c'est la sécurité anti-intrusion par exemple, ou protection contre le feu et d'autres, mais c'est aussi faciliter le lien social et rendre ce logement communicant, toujours pour que plus tard mes camarades puissent en rajouter des couches. Alors ma méthode, eh bien, c'est d'abord, j'analyse les besoins et les attentes, puis j'observe, je fais le tour de la maison, du logement, et j'observe les usages, je dis bien observer, hein, et les comportements, et j'interroge sur ces usages et ces comportements. Et enfin, je regarde bien sûr le logement en tant que bâti. Puis je fais une conception où je suis force de proposition. Je vais peut-être au-delà des besoins exprimés ou des attentes exprimées. Mais il y a beaucoup de non-dits aussi. Et je développe un projet bien sûr en adoptant les 6 objectifs que j'ai présentés au préalable. Le but du jeu, c'est surtout pas stigmatiser et que l'accessibilité, elle soit invisible et presque que j'en ai pas parlé, que ça soit du agréable à vivre. Et dans la présentation, bien sûr, pour les personnes qui ne recherchaient pas d'anticipation, c'est d'expliquer les choses positivement et en fonction de la vie de tout le monde, en santé, et rassurer les personnes qui, elles, cherchaient la préadaptation pour dire « je prévois ça pour telle et telle situation, là, vous pourrez passer avec le dérobulateur, là, vous pourrez passer avec le siège, vous pourrez tourner comme ça sous le lavabo, etc. » Merci Laurent. Pardon, sur mon élan. Alors, on est un petit peu en retard, donc ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions, de les prendre maintenant, sachant que j'en ai quelques-unes dans ma besace pour compléter les interrogations que vous auriez. Moi, je vais peut-être rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose parce qu'on a parlé beaucoup de techno.
Je crois qu'il ne faut pas qu'on se perde. En fait, la techno n'est qu'un alibi, ce qui est important, au service de l'humain. Mais c'est d'abord les équipes d'intervention, enfin les équipes humaines qui sont importantes. Il ne faut surtout pas l'oublier. Hein. La techno, c'est qu'un outil d'aide, c'est surtout pas centralisé. En fait, c'est pour ça qu'on parle, là on le voit un peu, ça va aider l'écosystème. C'est-à-dire aider l'écosystème des gens qui interviennent à domicile, parce que là aussi c'est un vrai sujet. Les intervenants à domicile, on va avoir un souci, hein, faut être clair, hein, les gens les sociétés, on va dire oui, d'aide à domicile aujourd'hui ne trouvent pas de personnel. Donc on a un vrai souci, parce que c'est un métier qui n'est pas valorisé. Hein. Et puis on a une autre chose aussi, c'est qu'en fait les aidés sont bien plus entre guillemets proches de la technologie, familiarisés avec la technologie que les aidants. Alors là aussi on a une fracture numérique. Donc là aussi il y a beaucoup de formations à faire pour que les aidants, on revalorise ce métier, on les monte aux compétences d'un point de vue technologique aussi, qu'ils soient familiarisés avec tout ça. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est très clair. Moi, j'ai assisté à récemment des réunions avec le CINERPA. Les sociétés d'aide à la personne ne trouvent pas de personnel aussi. Hein. Les gens de Pôle emploi sont venus, les formateurs sont venus. Là, ils sont vraiment, c'est vraiment la galère. Donc, ce qui va se passer, c'est, si on va dans ce sens-là, on va être comme au Japon. Eh bien, on n'aura pas de personnel, on aura des robots assistants qui accompagneront les personnes âgées. Voilà, ce sera comme ça. Donc là, il y a un vrai enjeu et il y a des métiers qu'il faut vraiment revaloriser. Alors on a vu c'est pour les EHPAD, hein, c'est pareil. Hein, vous avez vu les émissions à la 2 il n'y a pas longtemps où on casse vraiment. C'est-à-dire, moi j'ai vu des directeurs d'EHPAD, enfin de gros groupes d'EHPAD on en a reparlé de ça. Et ce qui a fait le plus mal, en fait, si vous voulez, dans cet esprit-là, c'est les gens qui font leur boulot d'être soignants dans les EHPAD tous les jours, qui le font à cœur, qui le font super bien. Et ben une émission comme ça a cassé, ça leur a fait vraiment mal, quoi. Donc il y a tous ces métiers-là qu'il faut, voilà. Faut bien revenir sur l'humain. Hein, et de toute façon, si on repart de maintien à domicile, puisque c'est la politique, de toute façon c'est une histoire politique, hein, c'est là où on veut aller. Et ça se fera avec une construction, comme je disais tout à l'heure, un écosystème en local. Il faut qu'il y ait des acteurs. Et puis, effectivement, à un moment, de toute façon, nous, domoticiens, on ne peut rien mettre s'il n'y a pas des gens moteurs un petit peu et qui vont organiser l'écosystème local, quoi. C'est ça, hein, on vient simplement aider. Mais il faut construire, il faut trouver des gens moteurs en local, quoi. Donc ça pourrait être éventuellement des sociétés, enfin là on parlait un peu des téléassisteurs avec un peu de techno, ça peut être aussi des sociétés d'aide à domicile, puisqu'en fait logiquement ce sont les gens un peu les plus proches géographiquement des résidents, voilà. Faut que je m'arrête. Bon, je m'arrête. Merci. Donc vous aurez certainement encore la parole. Des choses pour des échanges. Voilà, donc, et de toute manière, voilà, on reste tous sur le salon toute la journée, donc on pourra discuter avec vous si vous avez des questions en particulier, mais est-ce que dès à présent, vous avez des interrogations? Est-ce que vous souhaitez échanger avec nous? Je vais vous amener le micro. Bonjour. Oui. Julien Cancel, je suis ergothérapeute chargé de mission domotique pour une association PEP 45 à Orléans. Moi, je voulais savoir, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas trop de santé connectée. Et je voulais savoir si dans les deux projets qui ont été présentés, il est possible de rajouter il y a plein d'objets connectés, un rythme cardiaque, tension artérielle, etc. Et ça peut être une alternative à l'hospitalisation, avec un environnement qui s'adapte. Et je voulais savoir si ça, vous aviez commencé à y travailler ou pas. Oui, effectivement, dans la solution Jarvis, je ne peux pas vous montrer là tout de suite l'interface, si on a 2-3 minutes après, ou sinon on se rejoindra sur le stand.
C'est une interface très simple d'utilisation. On a testé en petite enfance, mais aussi en maison de retraite. Et vous verrez tout à l'heure, elle est vraiment très simple à utiliser. Et on a effectivement un onglet santé. J'en parlais tout à l'heure, plutôt lié à l'asthme, aux moisissures, la ventilation, la surchauffe de la maison. Mais on va aussi retrouver le pèse-personne, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. On va pouvoir retrouver sa brosse à dents connectée, donc pouvoir envoyer des alertes même à l'enfant lui disant bah tiens là il faut aller se brosser les dents. Et on travaille actuellement, on a une infirmière qui vient de rejoindre l'équipe et on cherche aussi encore d'autres partenariats pour développer ces algorithmes liés à la santé. Donc on travaille dessus, c'est quelque chose qui n'est pas encore, en tout cas au niveau des algorithmes, on n'est pas encore prêt dessus, mais on intègre déjà les différents objets connectés, notamment liés à la santé dans l'application. Alors au niveau d'ActiveEdge, il y a aussi ça. L'actimétrie, enfin l'activité, on voyait sur la télé le nombre de pas, des choses, voilà, l'activité, le poids, tout ça. Donc ça remonte justement, c'est les données qui remontent et qui vont vers ce référent Sentinelle. Alors en fait, l'idée aujourd'hui, c'est le référent Sentinelle et en même temps toutes ces données avant que ce soit qu'on passe à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est traité de façon humaine et de voir si on peut faire un modèle d'intelligence artificielle. Mais effectivement, c'est traité aussi. C'est un vrai sujet, effectivement. Après, on est dans deux mondes différents. Hein. Il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, on pensait que la e-santé et la domotique, ça allait se rejoindre naturellement. Et en fait, on est quand même dans deux mondes un peu séparés. Et de toute façon, il faut que ce soit, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne qui pilote le projet, faut que ça se sépare de toute façon, parce que les données ne vont pas au même. Voilà, il y a des soignants et puis il y a des aides techniques, quoi. Est-ce que vous avez. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On parlait de la formation. Alors il y a la formation des professionnels, effectivement, la formation, vous en parliez des aidants. C'est vrai qu'on voit dans certaines régions vraiment un positionnement et une volonté de communiquer sur toutes les solutions existantes. Je pense à la Maison Bleue par exemple. Ici, sur le territoire, effectivement, il y a le CHIM qui a aménagé un appartement expérimental. Au sein de Synergy Lab, on a un appartement expérimental pas du tout adapté, mais du coup, on a effectivement des aidants qui viennent avec des simulateurs de vieillissement, qui viennent crapahuter dans notre appartement et se rendre compte un peu des difficultés. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait inventer pour permettre la montée en compétence de tous ces aidants? Alors, pardon, juste je vois que Laurence avait levé le doigt. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on commence par traiter les gens qui ont envie de faire changer leur appartement quand ils partent à la retraite, avec des logements qui soient où l'accessibilité et la préadaptation soit invisible. Donner envie de prééquiper, de préadapter les logements. Et toutes les expériences que j'ai vues de logements telles que la Maison Bleue à Blois, par exemple, la Maison d'Alia au Havre, etc., c'est des lieux, pour moi, très stigmatisants. Donc c'est bien pour les très fragiles et peut-être dépendants, mais ça donne surtout pas, ça donne pas envie aux personnes qui préparent leur retraite. Alors moi j'étais plus sur l'aspect formation en fait. Aujourd'hui par exemple la fédération, la FESP, qui est la fédération service à la personne, mais côté privé, hein, voilà, c'est vraiment dans les tuyaux la notion de formation. Donc en face c'est l'UNA en fait, hein, et pareil, hein, c'est formation au niveau cette approche technologique. Alors moi je vous parle de ça parce que on m'a demandé une formation, je l'ai fait, c'est l'hôpital de Saint-Brieuc qui m'a demandé une formation pour l'école d'aide-soignants. Donc en fait c'est des gens qui interviennent, alors soit à domicile, soit en établissement avec des gens Alzheimer ou autres. Et donc j'ai fait cette formation, j'ai fait une matinée complète en présentant les choses qui sont dédiées plutôt... Et sur le moment, j'ai essayé d'adapter mon discours, hein. C'est vrai que moi souvent je m'adresse à des ergothérapeutes et
voilà, on va dire il y a quand même un gap, puisque les ergothérapeutes sont quand même plutôt bateaux, hein, voilà, donc il y a un gap quand même. Donc j'ai essayé d'adapter mon discours, mais je crois que je les ai bouleversés, hein. Je les ai eus après, et enfin, j'ai eu le retour de l'hôpital après, et ça a été dur. Donc il faut voilà, il y a du travail. Hein. Il faut travailler sur les messages, d'accord. David Oui, je vais rajouter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on peut encore avoir ce débat technologique de savoir si la domotique c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est au service de l'humain ou non, qui sont des vrais sujets qu'on doit traiter effectivement. Mais aujourd'hui en France, un acteur majeur de l'immobilier comme Bouygues Immobilier qui construit 10 000 logements à l'année a choisi depuis 2 ans maintenant, tu dois avoir des chiffres plus précis que moi, mais 2 ans je crois, de connecter 100% de leurs logements. Nexity a emboîté aussi, enfin tout le monde emboîte derrière. Donc concrètement, aujourd'hui, quand vous voulez acheter un logement, il y a de grandes chances que ce soit un logement connecté. Donc vous, intervenants et intervenantes, s'il y en a dans la salle, hein, ou entreprises de services d'aide à la personne, typiquement demain vous allez intervenir chez des personnes qui vont avoir un logement connecté. Ce qui demande peut-être effectivement une formation, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Invie et Synergie Lab, pour voir comment on peut former ces personnes, ces intervenants et intervenantes qui vont aller à domicile donner des soins. Pour la formation des metteurs en œuvre et puis des concepteurs dont je suis, nous avons des formations spécifiques. Hier, il y avait un domoticien qui avait une formation domotique et handicap. Il y a des labels Domebat, je crois. Oui, Domebat, Handibat. Hein. Alors, moi je suis Handibat et Silverbat. Le plombier, l'électricien, etc., ils peuvent être comme moi Handibat et Silverbat. Et ça nous permet de mieux comprendre les préadaptations ou les adaptations qu'il faut faire, et ça nous permet aussi de mieux travailler, si on est en adaptation, dans une phase plus curative, travailler avec des ergothérapeutes. On est complémentaires, on n'est pas... Nous, voilà, au niveau de la fédération, on parle de binôme. Voilà. Domoticien, ergothérapeute. Et chacun ses limites. Moi, je ne sais pas travailler sur des gens très fragiles ou dépendants. Et donc, c'est à des acteurs de l'habitat de reprendre. Je les oriente sur des acteurs de l'habitat qui ont le trinôme ergothérapeute, professionnel du bâtiment et je ne sais pas comment dire, travailleur social, je ne sais pas si c'est le bon terme, pour monter les dossiers de demande d'aide. Très bien, merci pour ce retour. Alors je sais que Christian, en tout cas quand on en avait discuté, c'est pareil, vous aviez parlé des ergothérapeutes et de l'aide précieuse qu'ils avaient pu vous fournir. Donc effectivement, travailler main dans la main. Alors après, effectivement, la chambre d'hôpital vous avez inspiré et vous avez accompagné dans votre retour chez vous. Mais voilà, ce que je voulais, c'était peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, c'était le mot de la fin, parce que voilà, c'est l'heure. Donc le mot de la fin, alors simplement, là on a parlé de l'habitat. Effectivement, l'habitat c'est pas tout. Et c'est aussi la mobilité, c'est continuer sa vie, accéder aux loisirs, accéder à la culture, accéder aux services administratifs. Même si ça envoie moins de rêves, mais c'est tout ça aussi. Donc cet après-midi, on a une conférence à 14h15 sur la Smart City et la mobilité qui permettra d'aborder ces thèmes. Christian, est-ce que vous pouvez conclure en 2 mots cet atelier? Merci. Moi, en fait, je rêve d'une cité où le handicap soit transparent et où on puisse vivre le handicap en transparence. C'est-à-dire que partout où je vais, comme vous allez. Ça, c'est important. Donc, j'imagine, pour mes vieux jours, entre guillemets, habiter un appartement qui plus est en rez-de-chaussée parce que je ne veux pas m'affranchir des problématiques d'ascenseur. Ensuite, un logement qui soit à proximité de commerce, d'espaces verts, de culture, voilà, et des transports en commun accessibles. Voilà comment je vois la vie de demain, et je pense que si elle est comme ça pour moi, elle sera super pour vous, franchement.
Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. Merci. Et puis, bon salon, bonne journée. Et puis peut-être à 14h15. Merci.